Très rapidement, on constate qu'on a, au 1er janvier 2020, il y avait à peu près 13 000 startups en France. Elles avaient levé environ 5 milliards d'euros en 2019. Et globalement, cette progression en valeur des levées de fonds était de environ 40%, et en volume, ça représentait 14% d'augmentation par rapport à l'année précédente. Et cette tendance-là, c'est une tendance qui est observée grâce à une évolution pendant près de 20 ans des politiques publiques en faveur de l'innovation, des PME technologiques. Et en fait, on constate malgré tout que, d'abord, on a cette crise-là et on se pose la question de savoir comment est-ce que les entreprises vont réagir à cette crise, comment est-ce que les VC vont réagir à cette crise. Et donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant aujourd'hui de parler avec vous trois, Stéphanie nous rejoint, parce que vous représentez un peu les différents maillons de la chaîne de valeur. Toi, Olivier, donc toi, tu as cofondé Price Minister, tu es aujourd'hui business angel et tu es président de The Camp. Emmanuelle, tu es managing partner chez 360 Capital, et en gros, et donc toi, tu es VC. Donc Olivier va nous réexpliquer un petit peu la différence entre business angel, VC, le rôle de BPI France, etc. Et Stéphanie est également VC à une autre phase de la chaîne, des investissements. Donc vous êtes tous les trois très complémentaires. Et je vous propose de commencer d'ores et déjà avec Olivier. Donc toi, je serais ravie que tu nous expliques un peu comment se financent les startups, quelle est la différence entre business angel, VC, banque, et plus globalement, quels sont les besoins des business angels aujourd'hui, et comment est-ce que vous pourriez avoir besoin de soutien dans le cadre de cette crise. Merci Marianne de nous donner la parole. Écoute, effectivement, les startups, enfin, ce qu'on définit comme étant une startup, c'est en général une entreprise donc innovante, en très forte croissance avec un potentiel international rapide. Et pour accéder à cette croissance, ce qu'on appelle parfois l'hypercroissance dans la startup, effectivement, il faut pouvoir accéder à un financement qui est en quelque sorte un peu le carburant qu'on met dans le moteur de la startup pour aller très très vite dans une concurrence internationale relativement débridée, avec des concurrents aussi bien évidemment de la Silicon Valley, mais globalement du continent américain et aussi évidemment du sud-est asiatique où il y a de plus en plus d'innovations technologiques. Et donc l'argent est très important dans, en quelque sorte, remplir le réservoir de ces startups. Or, ces startups, en général, elles ne sont pas finançables traditionnellement comme une PME de type, j'allais dire traditionnel, voire capitalisme familial, sur lequel je n'ai aucun jugement de valeur. C'est juste des modèles économiques de financement et de croissance qui sont très différents. Tout simplement aussi parce que la startup, elle a besoin d'investir dans ses outils technologiques et aussi dans son marketing au départ de manière assez conséquente pour aller chercher cette croissance très forte. Et d'ailleurs, selon le MET qu'on publie annuellement avec EY, on constate que les startups ne sont pas profitables avant d'atteindre à peu près en moyenne 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut du temps et c'est le modèle traditionnel de la startup. Parfois, on en plaisante, on dit voilà, une startup, elle perd de l'argent, elle n'a pas de business model. La réalité, c'est qu'elle n'a pas de business model tout de suite, dès le premier jour. Mais bien sûr, elle convainc les investisseurs de la rejoindre sur une thèse d'investissement qui est qu'à un moment donné, les courbes vont se croiser, les courbes de coûts et les courbes de revenus. Et pour persuader ces investisseurs d'investir, c'est pour elles très difficile d'accéder au circuit bancaire traditionnel, puisque par définition, elles sont très jeunes. Une start-up, hein, c'est dans le mot, c'est start, donc elle n'a pas plusieurs bilans derrière elle, qui sont généralement les documents nécessaires pour gérer la politique de risque des banques et l'accès au crédit. Donc par définition, une banque ne prête pas de l'argent aux start-up, sauf parfois la BPI, mais ça vient en général dans ce cas-là en appui d'une augmentation de capital ou en complément ou à parité d'apport de fonds propres. Donc, comme elle n'a pas accès aux banques traditionnelles, contrairement peut-être à un artisan ou à un commerce, elle n'a pas d'actifs généralement non plus. Hein, c'est tout à fait immatériel dans la plupart des cas, sauf quelques startups qui sont dans le hardware. Mais en général, on est dans le software, dans la plateforme, dans le service Internet ou dans le jeu, etc. Donc, dans des actifs immatériels, de la propriété intellectuelle. Du coup, c'est là qu'intervient le business, le capital risque, qui sont en gros les deux grandes jambes du financement des startups. En général, on divise ou on séquence le financement des startups dans un certain cycle de financement. On parle d'abord souvent de friends and family, love money, qui est parfois l'entourage très
très proche de l'entrepreneur ou des entrepreneurs, donc parfois la famille, les amis, etc., son argent à lui. Et puis on a, ensuite, très rapidement, on va au premier tour qu'on appelle l'amorçage en anglais. Et donc là, à ce niveau-là, effectivement, on a besoin des business angels, qui sont des investisseurs particuliers, qui ont pu, par exemple, être déjà entrepreneurs eux-mêmes, donc avoir une sensibilité pour l'aventure entrepreneuriale. Ça peut être aussi des cadres ou des managers, des professions libérales, enfin des gens qui ont un peu de patrimoine et qui ont envie de diversifier leur investissement au-delà des traditionnels placements, soit dans l'immobilier, soit dans les assurances vie. Donc, ou dans d'autres produits de type boursier ou œuvres d'art, etc. Et donc, il y a tout un débat effectivement autour de la fiscalité des business angels, puisque à un moment donné, quelqu'un qui a un petit peu de fortune, un petit peu de patrimoine, il a une palette d'outils d'investissement disponibles pour optimiser son propre patrimoine. Les PME et les startups, c'est un des outils, mais il y a plein d'autres outils. Et on sait que la France est le royaume des niches fiscales, donc il y a toujours des conseillers fiscaux qui vous appellent et qui vous disent comment mieux optimiser, quels produits financiers, etc. Nous, on essaie de dire que voilà, avant qu'une startup ait accès au fonds de capital risque que représente Emmanuelle, par exemple, aujourd'hui, il faut qu'elle ait déjà un petit peu démontré, mis son produit sur le marché. Donc, on parle d'un POC, Proof of Concept, ou un MVP, Minimum Viable Product. Donc, il faut qu'elle ait dépensé un peu d'argent pour recruter ses premières équipes, pour développer le code informatique nécessaire à la mise sur le marché d'un premier service. Tout ça prend un peu de temps et souvent les fonds de capital risque et les VC, peut-être que Stéphanie qui vient de nous rejoindre ira dans le même sens. Très souvent, les fonds de capital risque ne veulent pas mettre de l'argent avant un certain niveau, c'est-à-dire que quand le produit est déjà existant, qu'il a déjà quelques clients, et puis alors après, selon les fonds de capital risque, ils ont des thèses différentes et il leur faut avoir atteint des seuils plus ou moins élevés en termes de maturité de la startup. C'est là qu'interviennent les business angels qui généralement mettent des tickets plus faibles, mais sont dans l'accompagnement d'un projet qui n'existe pas encore, ou parfois qui n'est que du c'est-à-dire on a peut-être un ou deux contacts avec des clients qui n'ont pas encore signé, on a un PowerPoint qui présente une stratégie, on a un tableau Excel qui présente un business plan, et donc évidemment on est encore plus dans l'immatériel, dans le sens où il faut appréhender et juger les équipes en fonction de leur expérience, de leur capacité à travailler ensemble, et là il y a un risque très important. C'est pour ça que aussi je milite avec France Digital pour aider et favoriser l'investissement des business angels dans les startups, parce qu'on n'a pas envie qu'il y ait à la fois le risque qui est de mettre de l'argent dans une entreprise qui n'existe pas encore, et puis en plus le risque fiscal. Donc, le risque fiscal étant associé notamment ensuite à la possibilité d'être taxé sur les plus-values. Parce que très souvent, le business angel aussi valorise un risque statistique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous faites 10 investissements dans 10 startups différentes et qu'il n'y en a qu'une qui fonctionne, si celle-ci fonctionne, eh ben alors elle pourra peut-être générer une plus-value au moment où vous céderez vos participations, soit à un fonds de capital risque, soit à un industriel. Mais évidemment, il y a cette question de l'impôt sur la plus-value qui vient en regard peut-être des 9 autres investissements qui, eux, seront peut-être des pertes ou en tous les cas, peut-être pas des gros succès. Donc, c'est très important de se mettre dans l'état d'esprit du business angel, d'essayer de favoriser les vocations d'entrepreneurs investisseurs, de transformer les entrepreneurs en investisseurs, ce qui a été mon cas, mais aussi des gens qui ont peut-être jamais investi dans ce type d'économie, mais qui sont intéressés par une aventure entrepreneuriale, mais qui disent, oulala, ça va être très risqué, parce que là, j'y connais rien. Je connais pas ces gens-là. Le projet m'a l'air hyper intéressant, mais si je perds tout, qu'est-ce qui se passe? Et il faut du coup essayer de regarder ce qui se déroule dans les autres pays dans lesquels il y a beaucoup de business angels. C'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Scandinavie. Hein. Il y a aussi un schéma anglais qui fonctionne énormément et très puissamment, puisqu'il y a environ 10 fois plus de business angels en Angleterre qui investissent de l'ordre de 2 à 5 fois plus que les business angels moyens français. Donc on voit bien que la somme de l'argent investi en Angleterre, alors qu'on est un pays à PIB à peu près équivalent à la France, et de l'ordre de 50 fois plus par les business angels anglais versus les business angels français. Donc ce qu'on essaie de faire aussi et de dire également aux autorités, c'est qu'il faut favoriser le schéma fiscal pour dérisquer un peu ce type d'investissement, sachant qu'on n'est pas là dans une opération de type gilet jaune où on favoriserait les riches par rapport aux pauvres. Il n'y a aucune idéologie derrière ça. C'est tout simplement une mesure du risque parce qu'à un moment donné, ces business angels, ils prennent un risque. Ces risques sont rémunérés éventuellement par une plus-value, mais qui est rare. Et quand ça fonctionne, on crée des emplois, notamment des emplois de demain, des emplois dans les métiers du numérique, donc pour tous les jeunes, pas tous seulement ceux qui veulent créer, il y a ceux qui sont des entrepreneurs et qui veulent créer leur start-up, mais il y a aussi ceux qui vont rejoindre les start-up
qui est finalement un secteur et un écosystème à part entière, générateur d'emplois et d'agilité, de formation permanente sur les métiers d'intelligence artificielle, sur les métiers de gestion de la data, sur les métiers d'interface web, mobile, etc. Donc, il y a énormément de nouveaux métiers qui ont émergé sur les réseaux sociaux, le marketing, mais aussi des métiers de type commerciaux au business, qui sont finalement des métiers traditionnels qui existaient avant les startups, mais qui prennent une nouvelle dimension à l'intérieur du secteur du numérique. Et si on veut créer tous ces emplois-là, il faut vraiment dépenser de l'argent. Et on sait qu'en gros, pour 50 000 euros investis dans une startup, on crée un emploi. Donc, en moyenne, en France, hein, quand on divise le nombre d'emplois créés dans les startups divisé par tout ce qui a été investi. Et donc, on voit que c'est beaucoup moins cher que de financer le chômage par Pôle emploi. Donc, c'est aussi, mon avis, de salubrité publique. Donc, nous, on a un enjeu là-dessus, c'est de monter l'avantage fiscal à 100 000 euros. Tu me préciseras ça parce que tu es aussi porteuse un peu des sujets à 100 000 euros d'incitation fiscale, donc qui pourrait venir en déduction comme à l'entrée dans le capital des startups. Ouais, en fait, le chiffre que tu parles de 100 000 euros, c'est sur le sujet de la réduction IR-PME. En fait, le sujet qui avait été évoqué avec certains d'entre vous, VC et Business Angel chez France Digital, c'était le fait que nous, on n'appelle pas du tout au rétablissement de l'ISF, c'est pas du tout notre sujet. Mais en revanche, au moment de l'ISF, il y avait des réductions d'impôts qui étaient l'ISF PME et la réduction pour investissement dans les FIP ou dans les FCPI. Et c'était près de 1 milliard d'euros qui étaient investis chaque année dans le secteur des PME. Et quand j'entends PME, c'est en fait le sujet PME, c'est pas uniquement les PME technologiques que sont les startups, c'est l'ensemble des PME et donc l'ensemble du tissu et du maillon économique français. C'est 1 milliard d'euros qui a été investi avec l'ISF dans les entreprises françaises. Et donc, avec la suppression de l'ISF, et on a pu voir ça dans les différents rapports d'impact qui ont été réalisés par l'Assemblée nationale et la Commission des finances, cet investissement ne s'est pas transféré sur l'IR-PME, il s'est juste arrêté. Et donc, c'est une perte sèche pour les startups et plus généralement pour l'ensemble des PME qui a été réalisée avec la suppression de cette réduction d'impôt ISF-PME. Donc, merci beaucoup, Olivier. Je crois que c'était hyper clair. Ce qu'on peut dire juste que Ouais. Parce que moi, je voulais préciser qu'effectivement, l'ISF PME, bon, forcément, c'était un impôt qui était avec une assiette relativement étroite, hein, uniquement les gens qui étaient éligibles à l'ISF, donc au-delà d'un patrimoine relativement important. Ce qui est intéressant avec l'IR-PME, c'est qu'on peut également sensibiliser une assiette de contribuables beaucoup plus large, puisque beaucoup plus de gens, évidemment, sont assujettis à l'impôt sur le revenu, à l'IR, et donc par un avantage fiscal qui serait malgré tout plafonné. Aujourd'hui, on parle de 100 000 euros. Moi, je serais même beaucoup plus ambitieux, hein, parce que en Angleterre, si on avait la possibilité de s'inspirer de l'exemple anglais, 1 million d'euros qui sont défiscalisés, et on ne considère pas que c'est aider les riches, on considère que c'est de l'argent qui va dans la création d'emplois et dans les startups, parce qu'évidemment, ce n'est pas du tout comme défiscaliser l'achat d'œuvres d'art, de voitures de luxe ou de villas sur la Côte d'Azur. Ouais, effectivement. Et Emmanuel, je pense que si tu veux prendre la parole, tu es en mute. Si tu avais envie de rajouter quelque chose. Merci Olivier. Je crois que tu étais attendu sur un autre call à 10h. Oui, je dois vous laisser. Échapper, n'hésite pas. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Emmanuel et Stéphanie. Salut les amis. À bientôt. Stéphanie, du coup, on continue avec toi pour faire un autre focus sur les différentes étapes de la chaîne de financement. Toi, tu as fondé One Ragtime, qui est un fonds de VC un peu particulier. Donc, du coup, j'aimerais que tu nous expliques un peu comment se finance un VC et pourquoi est-ce que One Ragtime est effectivement un petit peu particulier à cet égard. Et plus largement, de quoi ont besoin les VC aujourd'hui comme soutien dans le cadre de cette crise. Alors, bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors, One Ragtime, effectivement, c'est un VC un peu particulier puisqu'on est un nouvel entrant. Moi, j'ai créé il y a 5 ans et j'ai créé de zéro, ce qui est un petit peu rare dans l'environnement VC où généralement, ce sont des équipes qui sortent de VC existants, qui font des spin-offs pour créer
à partir d'équipes qui avaient été souvent créées par des banques ou par des corporates. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour 360, je crois que vous êtes aussi un fonds entrepreneur, Emmanuelle, mais on est très, très, très peu sur la place à avoir démarré de zéro un fonds d'investissement. Et nous, avec One Ragtime, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on demande à nos entrepreneurs, c'est-à-dire qu'on a développé une plateforme technologique pour permettre de faciliter l'investissement de la part de nos investisseurs dans des sociétés technologiques. Donc, on a une équipe de développeurs, on crée une plateforme et on a fédéré une communauté d'investisseurs qui peuvent être des business angels, des grandes familles ou des corporates qui investissent à travers nous dans les projets qu'on décide de porter, en apportant aussi une originalité dans la façon pour eux d'investir. Ou à nos investisseurs, on leur a dit, si tu fais partie de la communauté One Ragtime, tu peux investir soit projet par projet, soit dans le nouveau fonds que l'on vient de créer. On va faire des vintage année par année. Donc, on a complètement digitalisé cette expérience d'investissement. Et donc, du coup, en créant One Ragtime, j'ai aussi vécu la vie des entrepreneurs, puisque moi aussi, j'ai été chercher les aides diverses et variées, les investisseurs qui m'ont permis de démarrer le projet. En créant une structure de zéro et en embauchant des collaborateurs. Donc, et aujourd'hui, One Ragtime, on a fait une vingtaine d'investissements. On investit entre 500 000 et plusieurs millions. Et on voit bien que dans notre modèle, la différence et la chance qu'on a d'être en France. Et là encore, je le répète, nous, on investit sur 4-5 pays, sur nos vingtaines de participations. On a des collaborateurs en Angleterre et en Espagne. Et le soutien que la BPI a pu apporter et peut apporter au quotidien aux entrepreneurs depuis ces quelques années est assez structurant. Hein. On parle aujourd'hui de plus de 8,5 milliards de crédits garantis qui ont été apportés à des startups, mais aussi des PME. Je pense qu'on associe souvent la BPI aux startups, mais il faut reconnaître le travail structurant qui est fait par la BPI pour toute la chaîne des entreprises françaises, de la start-up aux grandes sociétés du CAC 40, comme le nouveau fonds qui vient d'être lancé pour soutenir les sociétés et les fleurons industriels français. En tout cas, on voit bien que ce support de la BPI, il est essentiel. Donc, il faut continuer à le nourrir, à la fois pour permettre à la BPI d'investir directement dans des sociétés, mais aussi d'investir en tant que fonds de fonds et à soutenir notamment des nouvelles équipes comme les nôtres. Alors souvent, c'est très compliqué quand on est nouvel entrant dans le monde du VC, puisque les institutionnels, par tradition, ne vont pas véritablement soutenir des first time team. En tout cas, c'est plus difficile, il faut faire ses preuves. Donc, il y a besoin aussi, en fait, de faire en sorte que l'on soutienne aussi les nouveaux acteurs dans l'innovation d'une manière générale. Et avec ce qui vient de se passer sur la crise économique liée au Covid, on voit bien que dans la chaîne du financement, il y a eu un soutien très fort grâce au PGE, grâce aux mesures de la BPI, sur les entreprises qui étaient déjà arrivées à un niveau de maturité, celles qui sont plutôt en phase de développement série A, série B, qui ont du chiffre, qui peuvent aller chercher de la dette, pour une fois ouverte par les banques, malgré le fait qu'elles n'étaient pas encore dans les standards. Il y a quelques mois, il y a plein d'entreprises qui n'auraient jamais été financées. Donc là, c'est super d'avoir revu les banques faire leur travail de soutien au développement des PME et des startups. Mais il faut aussi s'efforcer, et je reviens sur ce que disait Olivier juste avant, de mobiliser l'épargne des Français, de mobiliser l'épargne des particuliers sur les startups, parce que ce maillon est essentiel pour le finançage de l'amorçage. Et si on veut avoir des sociétés qui deviennent demain des très grosses sociétés qui génèrent plusieurs centaines de millions d'euros ou des milliards de chiffre d'affaires, il faut qu'on ait un terreau de jeunes pousses. Et généralement, les jeunes pousses, elles sont financées par des structures comme la nôtre, qui permet à des business angels d'accéder en toute sécurité à des projets, ou directement par des gros business angels. Donc, cet accès et le fait de supporter aussi et de laisser les institutionnels et d'inciter les institutionnels à aussi mettre une part de leur allocation dans les projets très tôt est essentiel si on veut avoir suffisamment de jeunes pousses qui demain grossiront. Je reviens sur le caractère extrêmement important de la création d'emplois apportée par les startups.
Hein, il y avait une étude qui avait été faite l'an dernier comme quoi les startups pourraient représenter jusqu'à 10% des emplois créés en 2020, des nouveaux emplois créés en 2020 en France. Donc, quand on pense start-up, quand on pense financement, il faut effectivement penser création d'emplois, réindustrialisation technologique sur notre territoire. Donc, c'est extrêmement important et on voit aujourd'hui que on a réussi grâce à la formidable action de tous les fonds et de la BPI ces dernières années à financer des très grosses PME, des sociétés qui peuvent très rapidement dépasser la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et j'insiste vraiment là-dessus, c'est que les startups, très rapidement, elles sont accélérées par du financement pour aller plus vite, mais très rapidement, elles deviennent elles-mêmes des grosses PME, des grosses ETI. Et c'est ça qui fait que derrière, on pourra avoir un écosystème qui sera très mature et qui sera aussi vertueux en termes de redistribution, puisque comme le montrait juste avant Olivier, quand on a réussi en tant qu'entrepreneur, on a envie d'aider, on a envie d'accompagner. Et à ce titre, il y a un mécanisme qui a été mis en place en France qui est extrêmement vertueux, qui s'appelle le remploi. Le remploi, c'est un mécanisme dont on parle assez peu parce qu'il y a finalement peu de gens qui en bénéficient, mais quand on peut en bénéficier, c'est extrêmement positif. C'est quoi le remploi? Et beaucoup de pays européens d'ailleurs nous l'envient. C'est la possibilité pour des entrepreneurs, quand ils vendent leur société, de réallouer 60% de leur plus-value dans les 2 ans qui suivent la vente de leur société, dans des projets innovants, dans des PME, dans des sociétés, plutôt que de payer 30% d'impôts avec la flat tax. Donc, il y a 30% de réallocation pour quelqu'un qui vend sa société, en plus de l'impôt qu'il aurait payé, mais in fine, c'est 60% de la plus-value qui peut être réemployée. Et aujourd'hui, ce remploi peut se faire aussi à travers des fonds. Et c'est pour ça que pour notre part, on a choisi de faire des fonds éligibles au remploi. Donc ça aussi, on a des innovations fiscales qui ont été extrêmement vertueuses et qui nous permettent aussi d'inciter les entrepreneurs du coup à faire en France et à créer leur structure en France plutôt que de la créer en Angleterre ou dans d'autres pays ou même aux États-Unis. On a eu longtemps la mode des sociétés qui étaient créées aux États-Unis parce que les entrepreneurs pensaient que le jour où ils voudraient accéder à du financement de gros acteurs américains, s'ils n'étaient pas structurés aux États-Unis, ils n'arriveraient pas à les avoir. Je crois que ça, c'est en train de changer. Et c'est tous ces dispositifs qui permettent véritablement de donner envie aux entrepreneurs de créer en France, de créer leur structure en France, donc de payer leur impôt à un moment ou à un autre en France, de redistribuer pour stimuler l'entrepreneuriat et le fait d'investir dans des projets innovants en France. Mais aussi, ça va nous permettre, c'est tous ces dispositifs, d'attirer des entrepreneurs à talent. Et je pense que si on veut réussir dans la tech, l'autre point essentiel, c'est l'attraction des talents. Je n'entends plus. On aura des fondateurs qui se diront, vous m'entendez, des fondateurs internationaux, excusez-moi, la page c'était, c'est bon. Quand on aura des fondateurs internationaux qui se diront, c'est en France, c'est à Paris, c'est à Marseille, c'est à Bordeaux que j'ai envie de créer mon entreprise parce que à partir de la France, je vais pouvoir faire un leader international et les conditions de création sont les plus vertueuses pour moi en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour mes équipes pour attirer des talents. Eh bien, merci beaucoup. Ça sera une super transition pour la partie d'après dédiée à l'emploi. Merci beaucoup, Stéphanie. Je passe à Emmanuel. Merci. Emmanuel, donc toi, tu es managing partner de 360 Capital Partners. Vous êtes à la fois en France, en Italie. On vient de parler d'amorçage, de financement des VC. J'aurais aimé parler avec toi de financement européen, ce que vous attendez de l'Europe et surtout de faire un petit point sur les investissements étrangers en France. C'est un thème dont on en a pas mal entendu parler au cours des dernières semaines. Du coup, quelle est la vision d'un VC comme toi qui est un VC européen, disons, et qu'est-ce que tu attends de l'Europe pour accompagner les startups et les VC? Merci Marianne et bonjour à tous. Oui, nous, effectivement, on est un fonds qui existe depuis une vingtaine d'années, qui est concentré entre France, Italie et Espagne. Donc, on a un positionnement Europe du Sud, une forte sensibilité sur tous les sujets de compétitivité de chaque écosystème. D'où la France, à mon avis, est un excellent exemple d'un écosystème qui a su devenir extrêmement attractif. Quand on parle de IEF, à mon avis, il faut faire une distinction au tout début entre les opérations de refinancement, donc les opérations dans lesquelles il y a du cash qui rentre dans une société
Et ce cash est utilisé pour développer la boîte et pour arriver à sa pérennité économique. Comme disait Olivier auparavant, il faut en moyenne 50 millions de CA pour faire en sorte que la startup devienne pérenne. Donc, il faut du temps et de l'argent. Et les opérations des cessions. Donc, quand on parle d'IEF, il y a à la fois le refinancement, mais aussi les cessions. Et les cessions, c'est quoi? C'est des opérations comme quoi les actionnaires d'une startup vont être remplacés par d'autres acteurs. Ça peut être des grands groupes, ça peut être d'autres fonds. Donc, moi, je pense que la partie du refinancement qui est réalisée par des fonds étrangers est extrêmement important pour le futur des champions français. Ces interventions sont significatives. En 2019, 21% de l'argent qui rentrait dans des startups en France venait d'acteurs américains ou asiatiques. Il y a 5 ans, ce même chiffre a été 10%. Donc, c'est un phénomène récent qui est la démonstration que la France est attractive et la qualité des startups français est au rendez-vous. Donc, il faut éviter à tout prix que l'IEF devient un obstacle vis-à-vis cet aspect de attractivité. Donc, il faut encourager l'entrée au capital de fonds américains et asiatiques dans nos startups. Parce que grâce à la présence de ce type d'acteurs, on augmente la probabilité que les champions français de la tech puissent émerger à niveau global comme des champions de leur secteur d'activité. Si on revient à la partie session d'activité, évidemment, les sessions sont beaucoup plus délicates du point de vue stratégique, mais il faut aussi garder en tête que la cession de la startup à des nouveaux actionnaires, c'est le endgame pour tous les participants de notre écosystème. C'est le endgame pour l'entrepreneur qui a monté sa boîte et à terme veut valoriser et monétiser son travail. Pour les investisseurs qui doivent de façon régulière déployer de l'argent, mais aussi pouvoir sortir des sociétés et redistribuer à leurs souscripteurs. Et pour les souscripteurs des fonds. Au final, si moi j'ai pas de souscripteurs, je serai incapable de déployer de l'argent, d'avoir de disponibilité de l'argent et faire croître les startups françaises. Du coup, pour éviter que les sujets de souveraineté mettent en péril l'existence même de cette chaîne de financement pour l'innovation en France, à mon avis, il est capital de faire deux choses. Il faut encadrer clairement la définition de quelles sont les boîtes stratégiques. Aujourd'hui, on a, comme disait Marianne, on a passé un peu de temps et on a pas mal échangé sur des sujets, sur les décrets et comment comment on arrive à définir une boîte stratégique. C'est sûr que le périmètre est relativement large parce qu'on veut couvrir des secteurs qui sont transverses comme l'intelligence artificielle. Et on a besoin absolument d'avoir un processus qui soit clair, à la fois par type de réponse. Donc, qu'est-ce que je dois m'attendre en termes de réponse quand je demande l'autorisation pour céder une activité, de l'administration et les délais. Les délais sont hyper importants. Typiquement, quand on est dans une startup, après 6 ans, 7 ans, on déclenche une opération de cession. On a plusieurs candidats qui regardent la société et je ne peux pas me permettre de ne pas avoir des réponses dans des délais raisonnables parce que dans le processus, il y a des acheteurs en concurrence, il y a des acheteurs européens, il y a des acheteurs américains et pour la société, pour pouvoir choisir, il faut des certitudes et pas des incertitudes. Introduire de l'incertitude correspond vraiment à affaiblir la compétitivité de notre écosystème et par conséquent de nos startups. Donc, il faut bien garder en tête qu'il y a toujours un enjeu de compétitivité et que d'ailleurs, on a en termes des écosystèmes des concurrents en Allemagne, des concurrents au UK et pourquoi pas ailleurs dans le monde. Donc, il faut garder ça en tête. Donc, pour moi, la conclusion sur le sujet IEF est évidemment OK pour durcir, évidemment, mais durcir ne doit pas affaiblir la compétitivité des startups parce que ça porterait à des résultats totalement négatifs. Si on passe rapidement
au sujet quelles sont les faiblesses de notre écosystème. Parce que quand on parle de IEF, on parle aussi de c'est quoi les faiblesses aujourd'hui de notre écosystème. Et qui sont deux principalement. Il y a un manque d'acheteurs corporate, dont les grands groupes européens achètent très peu de startups, et il y a une absence des marchés boursiers pour les sociétés tech en Europe. Donc, les sociétés tech en Europe, très souvent, désistent à faire des intros en bourse en Europe parce qu'il n'y a pas de demande pour ce type d'activité. Donc, on n'a pas d'investisseurs professionnels qui souhaitent souscrire dans des actions de sociétés tech européennes. Si on regarde les États-Unis, mais ça peut s'appliquer aussi à l'Asie, les startups ont souvent deux chemins alternatifs des cessions. Ils peuvent soit s'introduire en bourse, et ça permet, l'introduction en bourse, ça permet à la fois de récolter des moyens financiers, de faire sortir certains actionnaires, et ça permet aux sociétés de s'imposer à l'échelle globale. Et on a une longue liste d'exemples comme Amazon, comme Apple, comme Google, comme Facebook, mais aussi comme Tesla, beaucoup plus récemment, qui ont été capables, grâce à la bourse, de lever de l'argent et de devenir vraiment des leaders à l'échelle globale dans leur secteur. Et on a comme deuxième chemin alternatif la cession aux industriels. Aux États-Unis, par exemple, mais c'est vrai aussi en Asie, il y a énormément de grands groupes qui ont une vraie culture et un vrai savoir-faire pour acquérir des compétences externes. Si vous prenez l'exemple de Google, aujourd'hui, Google, c'est une énorme société qui fait plein d'activités. Eh bien, entre 2001 et 2019, Google a réalisé 218 acquisitions. Donc, et ces acquisitions ont permis à Google à la fois d'étoffer ses compétences dans leur core business, donc le moteur de recherche, mais aussi de s'ouvrir à plein d'autres marchés comme la vidéo, YouTube. Ils ont racheté YouTube, ils sont devenus les leaders, etc., etc. Et de ce type d'acteurs, on en a plusieurs dizaines aux États-Unis. Donc, une boîte qui a besoin de passer la main et passer à l'étape supérieure a beaucoup de choix aux États-Unis. Donc, face à ces faiblesses de notre écosystème français, et il s'applique aussi à l'Europe, je pense qu'on a eu deux types de réponses du gouvernement. D'un côté, on a vu démarrer le programme d'investissement de 6 milliards d'euros fléchés à la fois vers les fonds late stage et vers les fonds qui font du côté tech. Donc, le but était effectivement de réanimer l'appétit des investisseurs professionnels en bourse pour des sociétés tech européennes. Ça, je pense que c'est un très bon projet. Il donnera des résultats dans le temps. C'est pas dans l'immédiat, c'est des cycles assez longs. C'était l'argent des compagnies d'assurance vie. Tout à fait. C'est flécher l'épargne longue vers le monde des investisseurs en private equity, mais surtout des investisseurs en côté. Donc ça, honnêtement, là, je pense que comme France Digital, on a eu plusieurs fois l'occasion de saluer avec ce projet qui va vraiment dans le sens de régler une faiblesse structurelle qui existe aujourd'hui dans notre écosystème. Et le deuxième sujet qui est tout récent, qui est l'idée de créer un fonds souverain de 500 millions d'euros à déployer sur 5 ans, qui a été annoncé par Bruno Le Maire, je crois, la semaine dernière. Par exemple, ça peut être effectivement une solution à l'autre faiblesse, donc le fait d'avoir très peu d'acheteurs en Europe, mais à mon avis, il y a un vrai sujet de moyens. 500 millions d'euros en 5 ans, c'est largement insuffisant. Pour vous donner juste une mesure, en France, on déploie tous les ans 5 milliards d'euros vers les startups. Et si on prend les sociétés à plus large valorisation en Europe, en France, ce qu'on appelle les unicornes, on en a une quinzaine aujourd'hui en France. Donc, ça voudrait dire que un Doctolib qui est valorisé à plus d'1 milliard,
ne serait jamais racheté par ce fonds souverain parce que il y a un mismatch des moyens. Et personnellement, comme peut-être j'ai un peu une vision pan-européenne, comme disait Marianne, parce que je couvre plusieurs pays, je pense que la solution style fonds souverain devrait peut-être venir dans une initiative européenne plutôt que française et avec des moyennes qui doivent être considérées dans les plusieurs dizaines de milliards d'euros si on veut être efficace, on veut devenir une alternative aux acheteurs asiatiques et américaines qui posent un vrai sujet de souveraineté pour la France. Merci beaucoup, Emmanuelle. C'est très clair. Merci pour cette vision européenne et cet échange un peu sur l'actualité. Effectivement, le sujet des 500 millions d'euros et de ce fonds souverain, en fait, évidemment, on le salue parce que c'est de l'argent frais qui est investi dans les startups et on voit que ça ne pourrait être que bénéfique. Maintenant, ce qu'on dit, c'est passons l'échelle, comme pour les startups, scalons un peu ce financement, pensons Europe, et puis surtout pensons aussi argent privé. Cette histoire des 6 milliards d'euros et cet effort d'investissement de 6 milliards d'euros de l'épargne des Français, qui est l'épargne de l'assurance vie redirigée vers les startups. En fait, il faut le mettre en perspective avec l'ensemble des sommes présentes dans les contrats d'assurance vie, c'est 1600 milliards d'euros. Donc que les assureurs et les investisseurs institutionnels et déployer 6 milliards pour les startups, c'est toujours mieux que rien. C'est-à-dire que c'est nouveau, ça n'existait pas avant septembre. Maintenant, pensons peut-être à puiser de ce côté-là l'argent pour le rediriger vers l'emploi et vers les PME et les entreprises technologiques. Et surtout, et je pense que Stéphanie ne me contredira pas, aujourd'hui, ces 6 milliards, ils sont redirigés vers les entreprises, enfin vers les fonds late stage, et donc du coup les fonds qui sont plutôt qui ne sont pas des fonds d'amorçage, qui ne sont pas des fonds de soutien aux startups au début de la vie des startups. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est participons et investissons sur toute la chaîne de financement. Je comprends bien que c'est peut-être plus risqué d'investir au début, mais investir au début de la chaîne de financement, en co-investissement éventuellement avec 10 business angels, ça peut être une solution intéressante. Tu es d'accord avec moi, Stéphanie? Ouais, Marianne, je pense que c'est un point extrêmement important et c'est là où on peut vraiment créer les futurs champions de demain. C'est pour avoir des futurs champions, il faut avoir un écosystème de jeunes pousses. Et les jeunes pousses, elles démarrent. Blablacar a démarré il y a 10 ans. Doctolib a démarré il y a 8 ans. Donc, il faut du temps pour créer ces sociétés. Donc, les futurs succès de demain, les sociétés à plus de 1 milliard de valorisation et j'espère à plus de 1 milliard de chiffre d'affaires, parce qu'in fine, ce qui est important, c'est le chiffre d'affaires et la rentabilité et les emplois créés. Eh bien, c'est celles qui démarrent aujourd'hui, qui n'ont pas forcément une visibilité très forte sur leur cash, mais c'est celles qui demain feront les grands succès. Donc, il faut les accompagner. Pour les accompagner, il faut accompagner les structures qui sont à même d'investir dans des startups, de les professionnaliser. Je pense que ce qui est important, et que ça va rejoindre le sujet que vous allez aborder tout à l'heure sur les talents, c'est que pour permettre à ces sociétés de vraiment grandir, des structures professionnelles comme les nôtres peuvent les accompagner. C'est le rôle des fonds aussi. C'est pas simplement d'investir, mais c'est aussi de contribuer à améliorer l'efficience opérationnelle, d'aider ces sociétés à aller plus vite, plus fort et, in fine, de mieux utiliser les capitaux qui sont confiés par nos investisseurs pour ces startups. Donc, tout le rôle d'accompagnement que les structures professionnelles que sont les fonds apportent est extrêmement structurant aussi pour la suite.